le régime de Kiev fournirait des armes aux terroristes en Afrique. Donc c'est une forte accusation, disant que l'Ukraine est la raison pour laquelle, en tout cas, jusque-là, les terroristes sont renfloués en armement et en drones. Parce que vous avez remarqué, dans les endroits où il y a des terroristes, ils ont aussi des drones. Les terroristes ont des drones. Comment ont-ils acquis ces drones? Les accusations, évidemment, ont été formulées mercredi par l'ambassadeur russe aux États-Unis. Cet homme ici, Vasily Nebenzia. Il a fait son accusation à l'Ukraine. D'après lui, les livraisons d'armes à des groupes armés ne doivent pas rester impunies. Donc, on doit punir celui qui envoie des armes aux groupes armés en Afrique. Les livraisons d'armes à des groupes armés ne doivent pas rester impunies. Et ici, il accuse qui? Il accuse l'Ukraine. Il dit que le Mali constitue l'exemple le plus évident de l'implication de l'Ukraine. Le régime de Kiev entretient des liens étroits avec ces groupes. Il fournit des armes aux terroristes, notamment des drones, et forme des militants. Ce lien avec les Ukrainiens est particulièrement manifeste au Mali. Les attentats terroristes de l'année dernière contre des camions-citernes, les tentatives de blocus de villes maliennes et les massacres de civils pacifiques ont été perpétrés avec l'aide de forces extérieures. Il dit que les attaques terroristes de l'année dernière contre les dépôts de carburant, les tentatives de blocus de villes en Afrique. Alors, est-ce que l'Ukraine a des raisons de faire ça? Je pense que c'est important de voir profondément. On va continuer parce que monsieur le représentant russe a dit. En janvier, une tentative d'assassinat contre le président du Burkina Faso, Traoré, a été déjouée. Le Niger est également touché par le terrorisme. Fin janvier, un attentat a été perpétré à l'aéroport de Nima et revendiqué par l'État islamique. Une tentative d'assassinat sur M. Ibrahim Traoré aurait été sponsorisée par l'Ukraine. Voilà ce que M. Nebenzia, le russe, a dit. Invraisemblable, n'est-ce pas? Tentative d'assassinat sur Traoré sponsorisée par les Ukrainiens. Alors, Nebenzia a aussi salué les États africains qui affrontent les groupes extrémistes en première ligne. Dans ce cas précis, il faut avant tout rendre hommage aux Africains qui, se trouvant quotidiennement en première ligne, résistent aux terroristes et remportent certains succès, notamment dans les régions les plus chaudes, comme le Sahel. Il dit que c'est fort, c'est bien, c'est encourageant, mais il estime que leurs efforts sont sapés par des acteurs extérieurs. Dans le même temps, nous sommes contraints de constater que plusieurs acteurs extra-régionaux entravent cette opposition et continuent d'entretenir des relations avec des groupes terroristes. Ces derniers, instrumentalisés à des fins géopolitiques, œuvrent à la déstabilisation de la situation avec le concours de divers groupes terroristes. Nous condamnons donc fermement les tentatives persistantes de ces pays de restaurer leur influence coloniale perdue en Afrique. Donc, autant les Africains fournissent d'efforts pour lutter contre ce terrorisme, leurs efforts sont sapés par des forces extérieures. Okay? Il a accusé qui? Les pays qu'on ne cite pas, il n'a pas nommé de nom. Vous savez, généralement, quand on ne nomme pas de nom, on sait de quoi il s'agit. C'est l'Occident. Il a dit qu'ils sont acteurs extérieurs. Ils sont là pour soutenir le terrorisme. Il dit qu'ils utilisent les terroristes comme outils pour faire avancer leur agenda géopolitique et a dénoncé le récit comme tentative de rétablir une ancienne influence coloniale en Afrique. Donc, les ex-colons, d'après M. le Russe, en collaboration avec les Ukrainiens, sont ceux qui, pour leurs agendas personnels, renfluent les terroristes en Afrique d'armement et de tout ce dont ils ont besoin pour continuer leur guerre. Est-ce vrai ou faux? On va essayer de voir profondément, est-ce que l'Ukraine a des raisons de le faire? L'Ukraine a-t-elle des problèmes avec un pays africain? Lequel? Quels seraient ces problèmes? Y a-t-il pas de moyen de résorber ces problèmes à l'amiable, sans faire recours aux armes, ou en tout cas jouer à un jeu aussi obscur? Alors, le monsieur a porté à l'ONU les allégations d'implication de l'Ukraine dans le terrorisme en Afrique. L'Ukraine est impliquée dans le terrorisme, avertissant que Kiev fournirait effectivement des armes et Kiev doit être puni. Est-ce vrai ou pas? Questionnement. Numéro 2. Ça vient d'où? Est-ce une vérité ou une propagande? Évidemment, parce que monsieur est russe. Et nous savons que les Russes ne sont pas tout à fait les amis des Ukrainiens. Donc, ils auraient les raisons, évidemment, d'accuser l'Ukraine dans ce cas, dans ce contexte, pour diaboliser l'Ukraine. Est-ce une possibilité? Absolument, c'est une possibilité. Alors, la question qu'on va commencer, celle-ci. On parle ici du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Soudan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème ou problématique avec l'Ukraine? Mali, Burkina Faso, Niger, c'est évident. Numéro 1, ils ont rompu leurs relations diplomatiques depuis l'Ukraine depuis 2024. Okay? Bien que le Burkina Faso n'a pas officiellement rompu les relations, mais celles-ci sont devenues très limitées, voire inexistantes. Les relations sont rompues. Est-ce une raison pour laquelle l'Ukraine enverrait des armes? C'est une question qui se pose. Les relations ont rompu
Pour faire quoi? Pour s'attacher à la Russie. Ils sont amis à la Russie. Alors, est-ce que l'ami de mon ennemi est mon ennemi? Ah, pour beaucoup de personnes, ah oui. Pour les machiavéliens, absolument. Si tu es ami à mon ennemi, tu es automatiquement mon ennemi. Il n'y a pas de raison pour moi pour essayer d'être gentil avec toi. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un pour t'éliminer dans la même cour? La deuxième raison, en fin juillet 2024, une bataille majeure s'est passée à Tinzaouaten. Cette bataille, évidemment, dans le nord du Mali, près de la frontière, il y avait des militaires maliens et russes étaient abattus. Ils étaient tués, il y avait des corps partout, tout ça. On va pas vous montrer les images, vous les connaissez. Vous connaissez les images. Et il y a eu des soupçons. Beaucoup de personnes pensaient que c'était l'OTAN, parce qu'on a vu des photos des gens caucasiens, des blancs, à Tinzaouaten. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Et c'était des gens qui n'étaient pas tout à fait habillés en habits traditionnels que mettent ces personnes à ce niveau-là. Alors on a commencé à accuser l'OTAN. Mais très peu après, c'est-à-dire quelques jours après, il y avait un monsieur qui a réagi. Il y avait ce monsieur ici, Andriy Yosov, porte-parole de la direction principale du renseignement ukrainien. Ce n'est pas n'importe qui. Okay? Porte-parole de la direction principale de renseignement. Il a fait une déclaration. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. The fact that the rebels received the necessary information that allowed them to conduct a successful operation against Russian war criminals, the whole world has already seen this. In principle, this can be commented on. We certainly will not disclose any details, but let's say there will be a continuation. This is sensitive information. Therefore, everything that Ukraine does is happening within the limits and within the framework of international law, taking into account all the necessary procedures. Il a dit les informations et données nécessaires ont permis de planifier et de mener cette opération ont été obtenues. Donc, c'est l'Ukraine, d'après lui, qui aurait donné les informations de renseignement et tout le bazar pour effectivement oblitérer les Russes, Wagner, qui était là en contrat avec le Mali, et aussi des militaires maliens. Le Mali n'a aucun problème avec l'Ukraine. Vous voyez, attaquer les Russes, bon, là, ça, c'est une histoire qu'on pourrait comprendre, dû à la situation géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, mais par la même occasion, on prend des vies maliennes, des gens qui sont parents, papa, frères, cousins, tout ça. C'est difficile à avaler par plusieurs Africains. Et ceci, évidemment, a enclenché des sentiments de révolte vis-à-vis de l'Ukraine dans plusieurs endroits en Afrique. Beaucoup ont rejeté immédiatement. Il y avait le Burkina Faso, le Niger, le Mali qui ont coupé les relations immédiatement, rappelé l'ambassadeur, tout ça. L'Ukraine a rejeté les accusations plus tard, essayant de dire qu'ils n'étaient pas occupés, ils n'étaient pas impliqués. Mais c'était un peu tard, puisqu'il y avait un monsieur ukrainien respecté qui a ouvertement dit que nous avons fourni les informations. Alors, est-ce la raison pour laquelle l'Ukraine aujourd'hui ferait dans ce cas, écoutez, puisqu'on ne s'aime pas de toutes les façons, on va fournir à vos ennemis les éléments nécessaires pour vous anéantir, le ferait? Question mark. Nous savons qu'au Mali et au Niger, les Touaregs sont classifiés comme djihadistes, ok? C'est des terroristes chez eux là-bas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Après cet effet, on a vu les ouvertures d'ambassades en Afrique de l'Ukraine. Okay? L'Ukraine a fourni un effort, lancé des campagnes actives d'ouverture de nouvelles ambassades en Afrique en fin 2022. À peu près 10 ambassades étaient ouvertes à cette époque-là. Et beaucoup de personnes ont posé des questions. Les détracteurs de l'Ukraine ont dit pourquoi n'y avait-il pas ces ambassades depuis très longtemps? Ils ont aussi dit que les Ukrainiens, ils aiment pas les Africains. Enfin, à tort ou à raison, on ne sait pas. Ils ont dit pourquoi, sinon ils n'avaient jamais eu des ambassades dans le passé. Pourquoi c'est maintenant? Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, les Ukrainiens n'ont pas nécessairement pu sécuriser les votes nécessaires aux Nations Unies, surtout venant des Africains, qui pour la plupart se tournaient vers la Russie. Pourquoi? On ne sait pas. Il y a aussi des Africains qui étaient touchés, qui étaient heurtés par le fait que le monsieur avait reconnu la participation de l'Ukraine dans cette tuerie qui s'est faite au Mali. Tuer des Russes, d'accord, il n'y a pas de souci, ça c'est votre problème, mais tuer des Maliens qui n'ont rien fait, c'est un peu incohérent. Alors, après cette époque, on a vu des ambassades ouvertes. Au Ghana, par exemple, à Accra, en 2023, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Botswana, au Mozambique, au Rwanda et dans plusieurs autres endroits, on a ouvert les ambassades ukrainiennes. C'est une façon, peut-être, pour dire que dans le passé, vous n'étiez pas tout à fait important pour nous, mais maintenant on réalise, c'est une positivité, c'est une façon de dire, bon, écoutez, on a besoin de vos voix, de vos votes. C'est aussi une possibilité. Laquelle est la raison? On ne sait pas. Question mark. En ce qui concerne le Soudan, nous savons, un responsable du ministère soudanais des Affaires étrangères a également déclaré que Kiev armait les groupes paramilitaires, les RSF. Les RSF, vous connaissez au Soudan? Ce sont ces gens-là. Il y a un monsieur là, Abdou Papa ou Abdou Lala, un monsieur là qui a été arrêté récemment. C'est un monsieur qui a tué des milliers de Noirs au Soudan. Il a apparemment
pas noir, d'après lui, il est arabe. Il a massacré les noirs comme pas possible. Et il faisait ses vidéos sur TikTok. Et TikTok n'a fermé son compte qu'après plusieurs réclamations. Son compte était là où il tuait des gens. Ok? Et après, on l'a arrêté, on a mis la vidéo. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était du bobard. C'est une façon de dire, bon, écoutez, nous ne sommes pas aussi méchants que ça, on va faire semblant de l'arrêter et puis tout ça. Le monsieur responsable des affaires étrangères au Soudan dit que l'Ukraine arme les paramilitaires RSF. Est-ce vrai ou pas? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Ukraine le ferait? Question mark. Alors, Nebenzia, le représentant russe aux Nations Unies, a enfin averti qu'au-delà du soutien direct présumé de Kiev, soutien présumé, on rappelle, c'est présumé, ce n'est pas encore prouvé. On ne sait pas si monsieur le russe dit la vérité ou pas. Soutien présumé au groupe terroriste. Les armes occidentales délivrées à l'Ukraine ont contribué à la prolifération des armes en Afrique. Les armes qu'on envoie à l'Ukraine, parce que beaucoup se posent la question de savoir, est-ce que l'Ukraine, qui est en guerre, a-t-elle assez d'armes pour envoyer à d'autres personnes? Il y a beaucoup d'armes qui sont envoyées en Ukraine. Alors ce monsieur dit, les armes que vous envoyez en Ukraine sont aussi distribuées quelque part en Afrique. En septembre dernier, on sait aussi que le premier ministre malien, Abdoulaye Maga, a accusé l'Ukraine de fournir des drones kamikazes à des groupes terroristes. Il a averti que les livraisons d'armes occidentales à Kiev pourraient alimenter le terrorisme mondial. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous pensez que l'Ukraine activement arme les terroristes en Afrique, spécifiquement au Sahel? S'ils le font, ont-ils des raisons de les faire? Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Ukraine le ferait? Troisièmement, pensez-vous pas que c'est de la propagande russe? Parce qu'évidemment, monsieur russe, il dit, le simple fait que vous aimez les Russes et que monsieur le russe dit A, B, C, ne veut pas nécessairement dire qu'il dit la vérité. Sinon, vous accepterez n'importe quoi. On vous dira que Zelensky est dans les chiottes et vous dira Julius Malema s'attaque à Ibrahim Traoré. Ouvertement, il le dit sans avoir froid aux yeux. Il n'est pas d'accord du tout dans la manière dont monsieur Traoré est en train de faire les choses. Ici, il parle bien spécifiquement sur le fait que le Burkina Faso, très récemment, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on va y aller très rapidement, le Burkina Faso a aboli les partis politiques dans un cadre bien précis. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il en pensait, puisque Malema a toujours été un fervent soutien de Traoré. Il dit qu'il n'est pas d'accord du tout. Malema a-t-il perdu la tête ou Malema a complètement raison dans cette histoire? Suivons ce qu'il a à dire. Il y a toujours des débats idéologiques et ces débats ne sauraient se réduire à des divisions. Il ne s'agit ni de tribalisme, ni de racisme, ni de xénophobie. C'est un débat d'idées. Et cela ne saurait se réduire à une division. C'est pourquoi nous croyons au parti et c'est pourquoi nous l'avons fondé. Nous n'accepterons jamais la dissolution des partis. Ceci évidemment se fait suite à une décision prise par le Burkina Faso très récemment, décision d'abolir les partis politiques. En effet, on le savait depuis 2024, mais en 2026, tout a été officialisé. L'adoption de la mesure de dissolution et le projet de loi abrogative permettra non seulement de renforcer la cohérence de l'action gouvernementale avec les idéaux de la révolution progressiste populaire, mais surtout d'ouvrir la voie à une réforme du mode de gouvernance politique de notre pays. Le Burkina Faso a officiellement dissous tous les partis politiques par décret, ce qui marque une étape majeure dans sa transition politique sous le régime de M. Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, au Burkina Faso, il n'y aura plus de partis politiques. La justification officielle par le ministre Émile Zerbo est que cette décision s'inscrivait dans une logique de refondation de l'État, après une analyse du système partisan qu'il juge source de division entre citoyens et de faiblesse du tissu social. Les partis politiques, d'après le gouvernement burkinabé, est source de division entre citoyens et de faiblesse du tissu social. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une stratégie pour l'équipe de M. Traoré de se garder au pouvoir pendant longtemps? Question mark. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en train de soucier. Ah, pourquoi tu peux dire ça? Non. Je pense qu'il faut poser les bonnes questions et on va le découvrir. Ou bien une stratégie pour protéger le Burkina Faso pour de vrai. Au Burkina, on a dit que les partis politiques servaient à diviser les populations. Pourquoi? L'une des raisons principales, c'est l'ethnicisme. Vous savez, généralement, les partis politiques en Afrique sont mus dans des intentions ethniques. Très souvent.
pas partout, mais très souvent. Vous le remarquerez, hein, même dans les églises, quand le pasteur de la tribu Ti, toutes les personnes de la tribu Ti vont dans cette église. Quand le pasteur de cette église de la tribu Nandé, toutes les personnes Nandé vont là-bas. N'est-ce pas ou pas? On est d'accord. Les partis politiques, malheureusement, ont les mêmes tendances. Donc, au lieu de se battre pour les intérêts de tout le monde, dans la plupart des cas, même s'il y a une sorte de mélange, il y a toujours une force liée à un côté ethnique qui pèse. Donc, au lieu de focaliser cette force sur comment améliorer le Burkina Faso, les partis politiques, en tout cas jusque-là, par manque de maturité, ont tendance à diviser les gens plus que les unir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire semblant qu'on ne voit pas ce fait? Pour l'interrogation. Deuxièmement, on estime que les partis politiques sont généralement manipulés depuis l'extérieur du pays. C'est-à-dire, les gens qui dirigent certains partis politiques, malheureusement, sont achetés par des pouvoirs extérieurs dans l'intérêt de détruire le Burkina Faso dans sa profondeur. C'est-à-dire, pendant que les Burkinabés travaillent nuit et jour pour améliorer le pays, dans l'intérêt de tout le monde, il y a ceux-là qui se présentent comme opposants ou des gens ayant de l'intellectualisme avancé lié à des sponsorings étrangers qui ont pour objectif de freiner tout progrès que présente le Burkina Faso. Et c'est l'une des raisons présentées pour lesquelles on a décidé d'abolir ces partis politiques. Parce qu'apparemment, ça n'avance pas le pays. Ainsi, lorsque nous soutenons un dirigeant africain, cela ne signifie pas que nous serons d'accord sur tout. Il y a des sujets sur lesquels nous serons en désaccord, et personne ne sera d'accord avec nous de manière générale, c'est certain. Mais sur cette question précise, il y a un problème, car nous sommes des penseurs indépendants. Malem a dit qu'il n'est pas d'accord du tout dans cette histoire. Il ne soutient pas le fait qu'au Burkina Faso, on a aboli ou suspendu le parti politique. Et comprenez une chose, il y a une certaine forme de maturité là. Il dit, on peut être d'accord avec quelqu'un et ne pas être d'accord avec la personne dans certains points. Ça ne veut pas dire qu'on est tout à fait ou complètement pas d'accord avec la personne, ou on devient un ennemi. Parce que, attendez, généralement en Afrique, vous pouvez être d'accord avec une personne 90 fois. Mais si vous n'êtes pas d'accord sur un point, on commence à vous traiter de jaloux, méchant, sorcier, tu souhaiterais être à sa place. C'est ça. Non, il faut se dire des vérités. Il dit, on peut être d'accord avec quelqu'un dans beaucoup de choses et ne pas être d'accord sur un point spécifique. C'est aussi ça la maturité. Il dit, il pense que avoir cette ouverture en ce qui concerne les partis politiques est une façon d'avoir des débats basés sur des idées et pas sur la force. A-t-il raison ou pas? Point d'interrogation. Et c'est là qu'il faut faire usage de son cerveau pour essayer de comprendre. Camarade. Le camarade a donné son avis sur l'Afrique. Nous ne serons jamais d'accord, car en tant qu'organisation léniniste attachée au parti, nous n'accepterons jamais que les partis politiques soient détruits et interdits, et tout le reste. Non. Malem a aussi dit qu'en tant que parti léniniste, on soutiendra toujours les partis. En parlant de léniniste, il parle évidemment de Lénine. Lénine lui-même, il faut dire la vérité, pendant que les bolcheviks ont pris le pouvoir sur l'Empire russe à l'époque, au départ, ils faisaient semblant de vouloir des partis politiques, mais après avoir perdu les premières élections, ils n'ont pas gardé les partis politiques. Ils sont restés au pouvoir pendant plus de 60 ans. Il n'y a pas eu d'élection avec Lénine, il faut dire la vérité. Bien que, apparemment, peut-être M. Malem a oublié cette partie-là. Est-ce que le système de Lénine était réussi? Ça, c'est une autre question pour laquelle il faut entrer en profondeur, mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais en attendant, je pense qu'il est important de dire, est-ce qu'avoir un multipartisme active la seule façon de réussir? On va prendre quelques exemples touchants ici. En Chine, par exemple, il n'y a pas de multiparti. Okay? Il y a le parti au pouvoir chinois qui travaille, qui fonctionne. La Chine est un pays très puissant aujourd'hui. Prenons l'exemple de la Russie. En Russie, il y a plusieurs partis, mais ces partis ne sont vraiment pas actifs. Ça, c'est une réalité. La Russie est un pays puissant. Prenons les Émirats Arabes Unis. Ok, nous savons comment c'est une monarchie, il n'y a pas de parti là-bas. Essayons de voir un peu quels sont les avantages et les défauts. Parce qu'il y a des avantages et des défauts à avoir des partis politiques ou pas. Commençons par le négatif, ok? Quand il n'y a pas de parti politique, il n'y a généralement pas de liberté d'expression, ou très limitée. Le pouvoir est détenu par un groupe spécifique de personnes, numéro 2. Numéro 3, quand il y a corruption, la corruption est généralisée. Et il n'y a personne pour poser de questions, ok? Parce qu'il n'y a généralement pas de responsabilité. Mais dans les positifs, quand il y a un seul parti de politique, il y a généralement une très grande stabilité.
Numéro 1, les décisions économiques sont extrêmement rapides. Il n'y a pas besoin de passer à travers plusieurs partis politiques, des élections, des votes et tout le bazar. Numéro 2, la criminalité est très faible au niveau local. Okay? Numéro 3, le vitesse de développement est très rapide. Regardez Dubaï par exemple. Regardez la Chine. Ça avance. Regardez Kadhafi comment c'était. Ça a marché. Il y a eu des négatifs, il y a eu des positifs. Alors, sommes-nous en train de dire que Traoré est Kadhafi? Certainement pas. Traoré, c'est Traoré. Kadhafi, c'est Kadhafi. Et l'histoire nous dira la vraie version que l'on comprendra dans le futur. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir. Monsieur Malema ne s'attaque pas à la personne de Ibrahim Traoré. Monsieur Malema dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de parti politique où les partis sont suspendus. Pour lui, il pense que tout le monde doit venir à table pour pouvoir discuter. Mais aussi, il faut comprendre le contexte. Le contexte anglo-saxon ou anglo-afro est un contexte complètement différent du contexte francophone africain. Les mentalités sont différentes. Okay? En Afrique anglophone, quand on est contestant ou on fait partie d'un parti politique, on comprend l'intérêt du peuple d'abord, malgré son opposition. Chez les francophones, généralement, quand on est opposition, c'est-à-dire qu'on coopère directement avec l'Occident, contre le peuple. C'est ça la nuance. Quelquefois c'est vrai, quelquefois ce n'est pas vrai. Mais c'est, en tout cas, dans la généralité, c'est un peu ça. Encore une fois, Malema ne s'est pas attaqué à Ibrahim Traoré lui-même, ou sa personne, ou encore sa façon de fonctionner. Il a dit, malgré que nous soutenons qui que ce soit sur le temps politique dans le continent, on ne s'empêche pas de regarder ce qui ne fonctionne pas et on en parle. Et je pense que c'est un haut niveau de responsabilité, de maturité. Malema ne s'est pas arrêté là, il a aussi parlé de Museveni. Museveni qui est encore président de la République, après 40 ans, je pense, au pouvoir. Il a fait des commentaires là-dessus. Suivez ce qu'il a dit. When you are presented with two devils, Quand on vous présente deux diables et que vous devez choisir le moindre mal, vous venez de nous dire que vous pouvez choisir Bobi Wine, mais vous n'avez rien dit à propos de Museveni. Devons-nous vraiment choisir Museveni plutôt que Bobi Wine? La position de Malema dans cette histoire est très claire. Il dit, Bobi Wine, monsieur ici, qui est l'opposition, qui est accusé par plusieurs personnes d'être soutenu par l'Occident. Je sais que beaucoup d'Africains, évidemment, ne veulent pas de l'Occident. Il dit, s'il y a deux diables, il faut choisir lequel. Ça, c'est Malema qui dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, s'il y a deux diables, il faut choisir lequel. Dans ce cas, il dit, en tout cas, compte tenu du temps, il faudrait que l'un parte. Continuons sur le prochain. Malema a aussi parlé d'Israël. Okay. En parlant d'Israël, il fait une intervention très intéressante. Trump has realized that the continent is divided. Trump a compris que le continent est divisé et qu'il peut donc devenir un terrain de jeu pour l'impérialisme américain. USA imperialism. We must never divide our continent because if we Nous ne devons jamais diviser notre continent, car ce faisant, nous invitons l'Amérique à venir piller nos ressources minérales, comme elle le fait pour le pétrole vénézuélien, où un fou peut se proclamer président d'un autre pays. a madman can declare himself a president of another country. That thing of South Africa sending that diplomat of Israel Peking. C'est le cas de l'Afrique du Sud. L'envoi d'un diplomate israélien compétent, adoptant la position appropriée, voilà le genre de décision que nous soutenons. Mais nous ne voulons pas seulement cette personne, nous exigeons la fermeture et le départ de toute l'ambassade d'Israël d'Afrique du Sud. C'est une décision qui relève du Parlement. Alors, vous faites les courageux à propos d'un individu. Le problème n'est pas cet individu. Le problème, c'est toute l'ambassade israélienne. Partagez un territoire avec nous alors qu'ils assassinent des enfants et des femmes en Palestine. And women in Palestine. Il dit la raison pour laquelle l'Afrique du Sud est attaquée aujourd'hui par l'Occident, c'est à cause d'Israël. Et les Africains devraient se mettre ensemble pour défendre l'Afrique du Sud. Comme l'Afrique du Sud, généralement, défend les autres Africains. Mais il a aussi fait une nuance très intéressante ici en disant « Nous nous battons contre l'État israélien et non contre les Juifs. » This is not a fight against Jewish people. Ce n'est pas un combat contre le peuple juif. C'est un combat contre l'apartheid israélien et ses représentants sous toutes leurs formes. So you must not find the Jewish people going to, what do they call it, mosque.
Vous ne devez donc pas voir les Juifs aller à la synagogue pour prier. Vous y êtes. Nous, on va frimer à l'église. Hey, Palestine! Ces gens-là n'ont rien à voir avec ce dont nous parlons. Laissez-les aller prier. Donc, quand vous voyez les Juifs qui sont en train de partir prier aux synagogues, il ne faut pas les déranger parce que ça n'a absolument rien à voir avec eux. Et c'est ça, un autre niveau de maturité. Pas mélanger tout le monde. Comme il y a des gens ici qui... Vous avez un problème contre un pays, vous cherchez des gens de la tribu de ce pays partout, dans les vieillards, vous commencez à tabasser. Ça, c'est de la bêtise. C'est de la bêtise. Vous avez un problème avec un dirigeant spécifique d'un pays. Vous commencez à attaquer les gens de la tribu, attribués à ce pays partout dans le monde. Ça, c'est de la bêtise. Look today, South Africa is under attack. Écoutez, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est attaquée. Le continent africain tout entier reste silencieux. Mais si c'était l'un de ces pays africains, on s'attendrait à ce que nous, en tant qu'Afrique du Sud, prenions position. Or, maintenant que nous sommes attaqués, le continent est silencieux. L'unité de l'Afrique ne commence pas par la création d'un État africain unifié. Elle commence par le soutien mutuel entre pays et la mise en commun des dépenses. Malema encore ici dit que l'Afrique must come together. Les Africains doivent venir ensemble, se réunir. L'Afrique du Sud est attaquée à cause de sa défense, ou son attaque plutôt, contre Israël. Le fait qu'il ait demandé justice pour les Palestiniens. Mais maintenant que l'Afrique du Sud est attaquée par Donald Trump, les Africains se sont tus. Ils ne disent absolument rien. Faites-moi savoir ce que vous pensez sur le commentaire de Malema à M. Traoré, disant qu'il n'est pas d'accord avec ce système. Qu'est-ce que vous pensez? Quels sont les intérêts de ne pas avoir des partis politiques? Est-ce que ne pas avoir des compétitions en termes de partis politiques, une façon serait peut-être de se garder au pouvoir? Est-ce qu'on peut dire non? Ou pas? Est-ce qu'on peut dire à 100% on pense que M. Traoré n'a aucune intention de faire cela du tout? Point d'interrogation. Pensez-vous que M. Traoré est en train de faire ça pour l'intérêt véritable du peuple burkinabé? Que pensez-vous enfin du fait que Julius Malema peut faire la différence entre... N'est-ce pas? Eh ben, je pense que c'est intéressant, M. Robert. Ici, on va sauter directement en Russie. Encore une fois, Interomix, apparemment un vaccin thérapeutique basé sur le AR, enfin je dirais pas pour éviter tout ça, a été mis en essai et maintenant confirmé que les résultats sont très prometteurs à hauteur de 90%. Pour demander, on parle ici de quoi, vous savez de quoi il s'agit, tout ça. Maintenant, c'est très intéressant parce que nous savons que l'Occident se fait beaucoup d'argent dans cette histoire. Les entreprises de l'autre côté se font à hauteur de 93 milliards de dollars par an. En 2025, voilà les estimations. Alors, ceci, évidemment, pourrait poser problème. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, bizarrement, c'est une nouvelle qui ne peut jamais enchanter les laboratoires. Vous voyez, parce que beaucoup de gens font de l'argent dans ce genre d'histoire. Vous voyez. Voilà pourquoi même la nouvelle n'est pas publiée. Non, mais elle est critiquée comme pas possible. On dit elle est critiquée parce que le monde n'aime pas ça. Voilà. En critique, on dit que les tests ont été faits en laboratoire, seulement avec des animaux. Il n'y a pas de preuves concrètes. Mais où est le mal si ça aide? Okay. Si on vaccine une personne et il y a des résultats positifs. Voilà. Et les Russes, les responsables russes affirment que c'est prêt pour l'emploi. Enfin, en Occident, on dit que ce n'est pas prêt pour l'emploi. S'ils ont fait ça sur les animaux, ça ne veut pas dire que ça pourrait fonctionner chez les animaux. Ils ont peur parce qu'il y a des intentions lucratives. Pourquoi vous pensez que l'Occident ne voudrait pas qu'il y ait des médicaments, enfin, qu'il y ait un traitement pour ça? C'est ça. Ça remonte. Pourquoi vous pensez qu'ils ne veulent pas ça? Écoutez, selon vous, il n'y a pas de médicaments de VIH, de sida. Il y en a? Vous pensez qu'il y a... Il y en a, moi je vous dis. S'il y a les vaccins aujourd'hui qu'on peut vous vacciner pour ne pas être contaminé. Pourquoi c'est pas disponible dans le marché? Parce que les compagnies vont fermer. C'est la business. C'est la business. Quelqu'un est allé même très loin, je ne sais pas, bon, mais ça c'est bien banal. Quelqu'un m'avait dit, ok, parmi les gens qui vivent aux États-Unis, tu as déjà attendu quelqu'un te dit qu'il y a un Africain ou bien quelqu'un qui est mort avec le sida, le VIH. Quand on se rend compte que tu as le sida, on te traite ça pour ça, sans le savoir. C'est peu banal, hein. Je sais que les scientifiques vont commenter, vont me contredire, mais quelqu'un m'avait dit ça. Il fait médecine aux États-Unis. Il dit, tu n'auras jamais quelqu'un qui est mort de sida ici. Mais bon, écoutez, il faut quand même rappeler qu'il faut se protéger, il faut toujours faire très... Il faut se protéger. Oui. Écoute, le monde a tous les remèdes. Mais on le trompe. Vous pensez que les remèdes sont cachés? Oui, les remèdes sont cachés pour des besoins lucratifs. On veut d'abord pour faire souffrir l'humanité. Faire souffrir l'humanité en se faisant de l'argent. Là, on se fait beaucoup plus d'argent avec les traitements palliatifs. Vous vous souvenez l'histoire là dont on ne va pas citer? L'histoire les gens qui portaient des masques. Oui. C'était de la business. Mais heureusement pour nous, parce que les pays instigateurs, la plupart de leurs communautés étaient contre ça. Et même Trump.
Les conservateurs. On va voir ça les républicains. On va voir ça. Sinon, je ne sais pas où on pourrait nous trouver. C'est quand même difficile parce que si avec les démocrates, les gens qui n'aimaient pas cette tendance, machin histoire, étaient contre les démocrates, espéraient qu'avec les républicains, les choses seraient différentes. Ce n'est pas différent parce qu'avec les républicains, on a aussi d'autres problèmes qui sont des problèmes de guerre contre l'Iran, des problèmes contre la Russie et tout ça. C'est le business. Même il y a un tribunal kenyan qui a mené Bill Gates au tribunal. Ça pour déjà, il produisait des moustiques artificiels pour qu'il y ait de la malaria. Maintenant, pour que la compagnie Gates pour se retrouver. Donc, il venait dans des objectifs philanthropiques, mais il y avait des agendas cachés là-dedans. Du philanthro-capitalisme. Oui, voilà, c'est ça. Donc, là, vous voulez dire l'entreprise de monsieur, dont on ne dit pas le nom, produit des moustiques. Oui, aussi de produits pour guérir de cette maladie, c'est ça? Oui. Waouh. C'est malade, n'est-ce pas? Oui. Parce que récemment, au Kenya, il y a eu beaucoup de moustiques. C'est récent, cette histoire-là. Beaucoup de moustiques. Les Kenyans se plaignent, disant qu'il y a une entreprise de monsieur ordinateur qui produit des moustiques là-bas en vrac. Et aussi une entreprise de monsieur ordinateur qui produit des médicaments contre eux. C'est difficile. Je pense que c'est un contexte, si on prenait sur le contexte, par exemple, il y a un pays, l'Afrique du Sud, pour ceux qui connaissent. En Afrique du Sud, il y a une très grande majorité de la population travaille dans le secteur de sécurité. Oui. Okay? Il y a beaucoup d'agents de sécurité. En effet, il y a plus d'agents de sécurité qu'il y a de militaires et des polices combinés. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, ça peut être un pays dangereux. Le niveau de crime est très élevé. Ok, on casse ici, on casse là-bas, on tire ici, on tire là-bas, ça ne rigole pas. Est-ce que le gouvernement ne peut pas arrêter ça? Un pays aussi développé, en tout cas par rapport à beaucoup de pays africains. Ne sont-ils pas en capacité de pouvoir maîtriser cette insécurité? Bien sûr qu'ils en ont les capacités, sur le plan technologique et tout le bazar. Mais s'ils maîtrisaient la sécurité, évidemment, qui fait peur à beaucoup de personnes qui ont de l'argent, comment ferait le gouvernement pour employer toutes ces personnes? Il y a autant de 1 million de personnes qui sont employées dans les agences de sécurité. Comment on va les employer? Parce que la plupart des gens qui travaillent comme agents de sécurité, spécifiquement en Afrique du Sud, sont des gens qui n'ont pas fait des grandes écoles, des grandes études. Et ces personnes ont une capacité aujourd'hui de pouvoir se faire une vie, avoir une maison, avoir à manger, payer les écoles, tout le bazar. Si vous éteignez cette possibilité d'avoir les crimes dans le pays, ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de l'agent de sécurité. Oui. Même les magistrats. La justice est là pour renforcer la loi et la stabilité. Mais s'il n'y a pas de criminels, des magistrats corrompus te disent qu'en tout cas, cette fois-ci, on n'a pas de clients. Ceux qui aussi veulent, c'est l'histoire. On a besoin de clients. Oui, des malfaiteurs. On a besoin de clients. Pour se retrouver. C'est intéressant. En parlant de ça, ça me rappelle une histoire où un monsieur là, à l'étranger disait: je vais rentrer au pays et créer une entreprise de, comment on appelle ça, pompes funèbres. Pompes funèbres, oui. Entreprise de pompes funèbres pour aller enterrer les gens en classe et tout le bazar. Et pendant qu'il disait ça, il est parti dans son pays natal en Afrique pour apporter l'histoire. Les gens, ils ont failli le lapider. Toi tu viens ici, on l'a bousculé comme pas possible parce qu'il essayait de se renseigner pour voir comment il peut commencer son entreprise. On l'a bousculé comme pas possible. Mais en fin de compte, le monsieur dit mais vous voulez me taper pourquoi? Oh non, tu veux que les gens meurent. Mais même s'il y a mon entreprise de pompes funèbres ou pas, les gens vont mourir ou pas. Les gens vont mourir. Et puis si on peut aller aux zones de disée, les gens qui ont étudié l'informatique, on te dit quand on fabrique l'antivirus, il y a aussi les virus. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui vont... Ça va, le yin et le yang. Oui. C'est important. Donc, ça doit fonctionner en même temps. C'est ça. Yeah, c'est très important. Donc, c'est comme on disait précédemment, ces entreprises ont besoin de résistance pour pouvoir exister. Voilà. Ok. Il faut y avoir une résistance. Écoutez, s'il y a pas de criminels, il y aura pas besoin de police, il y aura pas besoin, voilà. Si les voisins sont tous gentils, il y a pas besoin d'armée, il y a pas d'emploi. Voilà. C'est bien d'entendre qu'il y a pas de policiers, mais ça veut dire qu'il y a plus d'emploi, ils n'ont pas de boulot, il faut leur trouver du boulot. Les agents de sécurité. Il y a aussi les entrepreneurs, ceux qui fabriquent et créent ces entreprises qui doivent se retrouver. Donc, s'ils trouvent une solution permanente au crime, c'est-à-dire que leur business est fini, vous n'avez plus besoin d'eux. Il faut continuellement chercher un truc. C'est un peu comme les crèmes que vous mettez au visage. Il y a une étude qui démontre, les crèmes pour les Africains. Il y a une étude qui a démontré que parmi ces crèmes que vous mettez au visage, ça lisse la peau, ça donne une impression douce et bonne. Mais quand vous arrêtez, aussitôt que vous arrêtez de mettre la crème, ça vous choque. L'hydroquinone, par exemple. Oui. Ok, vous mettez, moi je connais des gens qui vivent par l'hydroquinone. Malheureusement, pourquoi? Ce n'est plus parce que ces personnes veulent. C'est parce qu'ils ont essayé. La peau a été assainie. Désormais, si on arrête, tu deviens comme ça. Tu deviens obligé c'est le cycle. C'est important pour continuer. Pourquoi on ne crée pas un truc là qui te change la peau? Ça ne te rend pas blanc, évidemment, mais ça te fait la peau bien, une bonne fois pour toutes. Il faut continuellement appliquer. C'est un système qui est tissé d'une certaine façon pour continuer. Donc,
Est-ce que ça veut dire, puisque ceux-là, leurs entreprises seraient en danger si les Russes trouvaient la solution au cancer, est-ce que ça veut automatiquement dire que les Russes ont réellement trouvé une solution au camp? On ne sait pas. Okay? On ne peut pas simplement affirmer que les Russes ont réellement trouvé un truc qui fonctionne seulement parce que nous savons que l'Occident ne serait pas content. C'est ça. Okay? Il faut continuer à faire des investigations. Nous savons aussi que la Chine apparemment aurait trouvé un truc contre... Oui, parce que si on trouve ce médicament-là, vous savez cette maladie-là, aux dernières phases, il n'y a aucun calmant qui peut calmer tes douleurs. Ouais. Et à contrepartie, les pharmacies, les laboratoires qui fabriquent des sédatifs, les analgésiques, vont perdre de l'argent parce que les gens ne vont plus acheter. Tout à fait. Donc c'est un complot qui est là. Il faut des calmants. Il faut des calmants. Même pour le VIH, il faut vendre des préservatifs. Ouais. Il faut des morning after pill. Il y a le truc là que vous prenez post machin. Il y a prophylaxie avant de vous, parce que enfin vous savez il y a des trucs que vous pouvez prendre avant d'aller faire ça comme ça avec un étranger, non? Vous savez pas. Soyez informés parce que vous le faites quand même. Je sais que vous le faites même si vous faites semblant. Si je ne ferais jamais ça, vous faites ça quand la personne a l'air propre et tout ça. Vous dites, ah non, lui il peut pas avoir. Vous faites ça. Si vous pensez que vous allez faire ça, au lieu de faire semblant, il y a un truc que tu peux prendre, ça te protège quand tu vas faire ça. Et aussi, il y a un truc, si tu as fait ça par hasard, ok, et que tu te retrouves en difficulté, il y a aussi des trucs que tu peux prendre après avoir fait ça. Oui. Ok, pendant quelques jours, pour pas que tu deviennes... Il faut être informé et éduqué. Oui. Je pense que c'est important. C'est 72 heures. Tu as je connais quelqu'un qui avait fait ça. Et puis il nous a appelé, c'était la nuit pour aller chercher des pharmacies, les médicaments là. On a cherché, les pharmacies étaient fermées. Les messieurs pleuraient quand on allait. Et puis par chance, on avait trouvé... Moi, c'était l'histoire vraie. L'histoire vraie. C'est ça. Eh ben, c'est ça. En tout cas, il faut se protéger, il faut être intelligent avant de vous lancer. Tu peux prendre ça parce que je sais que tu aimes le garçon. Là, tu trouves qu'il est beau, grand. Ah, il peut pas avoir. Petit, tu as souffert, tu as plaidé. Il faut se protéger. Il y a aussi un truc que tu peux prendre après, juste après, aller parler à un médecin ou tout bazar. Mais moi, je vous dis, en tant que grand frère, il y a des trucs que tu peux prendre. Enfin, bref. Donald Trump a été accusé de publier une vidéo raciste à travers ces plateformes présidentielles. La vidéo, en effet, a présenté Donald Trump comme figure de Lion King, le roi lion. Donald Trump était le lion dans l'histoire. Il y avait aussi des démocrates qui sont des adversaires des républicains américains qui étaient figurants. Ils étaient des animaux, des chèvres, des girafes, tout ça. Mais parmi eux, il y avait aussi Barack Obama et son épouse. Barack Obama et son épouse étaient quel animal ou quel animal? Des singes. Évidemment, avec le visage. On ne va pas vous montrer la vidéo ici, vous pouvez aller chercher vous-même. Et les gens sont très en colère. Tollé général, on dit que Trump doit s'excuser parce que ça a été publié dans les plateformes officielles de la Maison Blanche. Trump dit qu'il ne s'excusera pas. Il dit, lui, il n'a pas vu toute la vidéo d'ailleurs. Il dit à la fin, il y avait une sorte d'image que les gens n'ont pas aimé. Une sorte d'image que les gens n'ont pas aimé. Quelle image? De Obama et son épouse comme des singes. Moi non plus, je n'ai pas vu ça. Hein? Il dit ça. Moi, je n'aimerais pas, mais je n'ai pas vu. On va suivre ce que Monsieur Trump a dit. Je l'ai regardé, je l'ai vu et je n'ai regardé que la première partie. Ça parlait de fraude électorale quelque part en Géorgie. Il y a eu beaucoup de fraude électorale, de la fraude en 2020. Et je n'ai pas vu l'ensemble, je crois qu'à la fin il y avait une sorte d'image que les gens n'aiment pas. Moi non plus ça ne me plairait pas, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai regardé que la première partie. Alors monsieur Robert, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que ce que je connais, la Maison Blanche est parmi des maisons présidentielles bien structurées. Et je ne vois pas qu'on peut engager quelqu'un qui est chargé de communication, une personne maladroite. Tout à fait. Vous comprenez? Parce que moi, j'ai du mal à accepter beaucoup de choses. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un poster ses photos ni, soit disant qu'il a oublié. Ok. Bon, ça arrive. Ça c'est déjà arrivé, mais c'est très rare. Oui, c'est déjà arrivé. Oui. Beaucoup de gens ont des tas de photos dans leur téléphone. Mais ils posent ces photos-là rarement. Je pense que la personne qui avait posté devait d'abord regarder le contenu pour ne pas mettre en danger le département de la Maison Blanche. Et aussi à une personne de ce calibre, comment dire, médias sociaux de ce calibre, je pense pas qu'il y ait une seule personne qui gère ça. Déjà, moi seul, avec mon histoire, tout ça, Facebook seulement, nous avons plus de une douzaine d'administrateurs. Et puis suite, il y a une douzaine d'administrateurs qui gèrent. D'ailleurs, il y a des commentaires qu'on fait là que ce n'est pas Monsieur Mouikassa qui le fait, ce sont des gens qui le font. Voilà. Ils ont pour objectif d'interagir. Je n'ai pas le temps de parler avec beaucoup de personnes. Enfin bref, je pense qu'avec la Maison Blanche aussi, il devrait y avoir au moins une quality control, c'est-à-dire des gens
qui sont là pour vérifier. On veut publier ça. OK. Est-ce que c'est bon? OK. Vous passez à une autre personne. Est-ce que c'est bon? OK. On attend l'accord final. OK, c'est bon, vous pouvez publier. Et puis, chose grave. Donc, toutes ces personnes-là n'ont pas vu le truc de la raciste. La personne qui a publié n'était pas ni suspendue, ni renvoyée. OK. Il devait être congédié. Ouais. Suite à l'histoire dont les États-Unis ont expérimenté. C'est un pays qui est passé par la ségrégation raciale, où les Noirs étaient discriminés. Et la vidéo là a porté atteinte à l'égard de l'ancien président, Tout à fait. qui est noir. Tout à fait. Vous voyez, Ouais. dans le cadre de l'éthique, on devait suspendre même ou faire semblant pour atténuer la tension. Mais ils n'ont pas fait ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Et C'est qu'il a fait ça sciemment. Trump refuse de s'excuser. Il a fait sciemment. Évidemment, en refusant de s'excuser, c'est une façon de dire, de rejeter la responsabilité. Voilà. Parce que s'il s'excuse, c'est-à-dire j'accepte mon erreur. Et ce Ils ont fait ça serait sciemment. pour lui catastrophique, en tout cas, vu que les élections arrivent pas très